Chers amis, chers camarades, permettez-moi de remercier l'ensemble des militantes et des militants présents ce matin, des élus de la mairie de Paris, du conseil régional et mon ami et camarade Rémi Féraud, parlementaire et sénateur, des organisateurs et organisatrices de notre événement annuel, mais aussi de la préfecture de police de Paris, dont on sait que les Jeux olympiques et paralympiques 2024 les mobilisent fortement, ainsi que l'ensemble des agents du service public. Je les en remercie chaleureusement et je sais que toutes et tous sont attachés à assurer la continuité de nos activités militantes dans le respect des contraintes de sécurité qu'impose un tel événement. Il fallait tenir cette initiative, car le souvenir d'un terrible événement et sa portée politique ne peut être mis de côté. Il ne peut y avoir ni trêve sociale, ni celle du souvenir. Nous commémorons ce jour le 110e anniversaire de l'assassinat de Jean Jaurès. Il était et reste une figure tutélaire de la gauche, de la République, de la France. Il nous inspire et nous honore toujours. Vous connaissez la signification de cette cérémonie sur le lieu même où le député du Tarn et fondateur de l'Humanité fut lâchement assassiné par un ultranationaliste d'extrême droite, Raoul Villain. Nous commémorons cette tragédie, car c'est bel et bien un véritable traumatisme, mais également le marqueur d'une époque, un moment de bascule qui se déroula ici même. Jaurès était attablé ici, avec ses collaborateurs du journal, dont Landrieux, Longuet, Poisson, Renaudel et Veil, après une dure journée de travail. Jaurès est tué, s'écria Madame Poisson, à qui on prêta l'exclamation « Ils ont tué Jaurès, c'est la guerre ». L'assassinat de la figure de la paix tétanisa les pacifistes et l'ensemble de la gauche et ouvra la porte à la grande boucherie de la Première Guerre mondiale. Dans l'édition du 1er août, dans un journal écrit à la hâte par des équipes traumatisées par le meurtre du directeur de l'Humanité, la rédaction réagissait ainsi face à cet acte odieux. Ils écrivaient « Quelques crimes toujours précèdent les grands crimes. L'hécatombe exécrable que préparent à cette heure dans leurs ténèbres les partis militaires et les nationalismes de tous les pays aura eu pour prélude un monstrueux assassinat. Cette boucherie, c'est celle de la Grande Guerre, dont nous célébrons aussi les 110 ans cette année. Il faut le dire pour l'instant, dans un relatif anonymat, loin du souvenir nécessaire que nous devons pourtant nourrir afin de ne plus jamais revivre cette horreur. Jean Jaurès a été ciblé pour ce qu'il incarnait, le promoteur d'un idéal républicain, celui d'une paix humaine entre les peuples, qui voulait éviter à tout prix l'engrenage de la guerre. Loin des rancœurs et des haines, il portait avec les socialistes son journal l'idée d'une fraternité universelle. Il se voulait le défenseur d'une société pacifiée, où les relations sociales entre individus, entre peuples, entre États, seraient régies par la recherche du bien commun et de l'émancipation humaine. Cet assassinat politique était un signal. Il ouvrait les vannes de la haine et de la violence totale. Parmi les éléments déclencheurs de la Première Guerre mondiale, on trouve bien celui de l'exécution d'un dirigeant politique de premier plan engagé contre la guerre. Les commémorations de la Première Guerre mondiale, comme celle du débarquement de Normandie et bientôt de Provence, omettent régulièrement de rappeler les facteurs qui ont plongé le monde dans l'enfer de l'affrontement militaire. Cette vague, c'est celle de la rancœur, de la vengeance des guerres perdues autrefois, de la guerre économique qui attise la concurrence en Europe et dans le partage colonial pour récupérer les marchés et les ressources dans une course au profit maximal.
Le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage, nous prévenait pourtant Jean Jaurès. 1914 est le point de fixation des grands bouleversements du monde. La course folle à l'armement, avec la science, qui fait faire des progrès considérables à l'humanité, mais qui est détournée pour le profit de quelques-uns, pour continuer à épuiser le vivant et la planète. Cette ambiance guerrière s'accompagne du développement des médias de masse. La presse, largement diffusée, est déjà à l'époque un enjeu de pouvoir au service des idées rances et de la polémique. Promouvant le nationalisme, les bas instincts, cette presse de caniveau de l'époque construit le ressenti, les préjugés antisémites, racistes, la haine revancharde, anti-allemande. Surtout, elle alimente la peur, le bellicisme, car le but était de préparer les esprits à la guerre et de la rendre inévitable. Les pacifistes, eux, sont traités comme des capitulars, la cinquième colonne de l'armée allemande, et sont même traités de parias. Être français à l'époque, selon cette presse bourgeoise, c'était, selon la propagande d'alors, vouloir la guerre. La ressemblance avec la période actuelle est absolument saisissante. Il reste toujours difficile de comparer les époques, mais il est clair que nous affrontons, nous aussi, des vents mauvais. Le souffle du conservatisme, de la concurrence de tous contre tous, celui d'une parole décomplexée qui humilie, qui divise, plane au-dessus de nous. C'est le temps de la chasse aux pauvres, aux immigrés et à leurs descendants, aux syndicalistes, aux féministes, aux antiracistes, repeints tantôt en terroristes, tantôt en wokistes, sans savoir à quoi ce terme renvoie. Ce n'est pas grave, car le but est de pointer du doigt pour que la parole alternative ne soit plus entendue. Le but est de disqualifier, de discréditer. Vous êtes contre l'envoi de troupes au sol en Ukraine, vous êtes des vendus à Poutine. Vous vous élevez contre le climat antisémite, raciste et anti-musulman, alors vous êtes proche des pires intégristes. Vous êtes contre le massacre en cours à Gaza, vous êtes des vendus au Hamas. Pire, celles et ceux qui s'élèvent contre ces idées nauséabondes, ces politiques qui dégradent le lien social et accentuent les inégalités, sont désormais qualifiés d'ennemis de la République. Poursuivis ou menacés pour avoir dénoncé des scandales environnementaux, des lois injustes ou infamantes pour notre République, des violences policières, des syndicalistes, journalistes, lanceurs d'alerte, simples citoyennes et citoyens sont désormais sur des listes de groupes fascisants prêts à passer à l'action pour tirer, comme ils disent, une balle dans la nuque. Ils sont poursuivis pour motifs terroristes par un État de plus en plus libéral et autoritaire. Procédé indigne, quand nous savons bien ici que le fléau du terrorisme islamique nous a meurtris en plein cœur de Paris. Comparez d'ailleurs des militantes et militants de la justice sociale et environnementale qui portent un projet d'espoir et de bonheur partagé à des terroristes islamistes qui ne portent que l'obscurantisme comme projet, déshonorent ceux qui prononcent ces mots. Nous vivons une période invraisemblable d'inversion des valeurs. Pour certains, la République, ce serait de défendre la préférence nationale, les violences policières ou encore la chasse aux pauvres et aux immigrés. Pourtant, faut-il rappeler que l'extrême droite, même si elle porte des cravates et que le président la met dans l'arc républicain, cette même extrême droite a toujours combattu la République, de Boulanger
au père et à la fille Le Pen, combattu de toutes ses forces la loi de 1905 sur la laïcité, quand nous, la gauche, nous l'avons toujours défendue et la défendrons toujours, et parfois au prix de notre sang dans l'histoire. Inverser les valeurs, détourner le sens des mots, c'est non seulement une défaite de la pensée, mais aussi une manière d'effacer les repères pour continuer à ce que le système capitaliste continue son œuvre destructrice. C'est une stratégie délibérée de créer la confusion et de fracturer la population sur des idées de division, quitte à confier le pouvoir à l'extrême droite qui apparaît pour le capital, une alternative enviable à Macron. L'hôte de l'Élysée a donc réussi en un septennat à décomposer et recomposer la vie politique française sur fond de médiocrité du débat intellectuel, en laissant place à des technocrates qui n'ont fait qu'imposer une vision, la leur, celle de l'austérité à l'infini et de destruction de tous les conquis sociaux. Leur projet, c'est d'en finir avec la retraite, la protection sociale et le salaire socialisé. Ce même capital n'est pas en reste, puisqu'il renvoie dos à dos le nouveau Front populaire et l'extrême droite, renvoyant dos à dos victimes et bourreaux, quelques mois après la panthéonisation de Missak et Méliné Manouchian. Nous ne pouvons accepter ces comparaisons, indignes. En renvoyant dos à dos les deux mêmes extrêmes, comme ils disent, ils se placent dans un centre qui incarnerait la modération. Mais lorsque ce pseudo-centre, très à droite, disons-le, n'arrive plus à gouverner, alors le capital demande un nouveau tournevis sécuritaire et n'exclut plus de confier la destinée de la nation à l'extrême droite, tout en étouffant toute contestation sociale et écologique. Voici les vraies raisons de la dissolution de l'Assemblée nationale. Un président impopulaire, après 7 années de politique libérale et autoritaire, ouvrant ainsi un boulevard aux héritiers du pétainisme. C'est pour toutes ces raisons qu'il nous faut faire bloc, s'unir pour changer les choses, tenir le cap ensemble. C'est l'esprit de responsabilité qui doit nous guider face aux périls qui nous menacent. La division, chers camarades, n'est jamais bonne conseillère. Pire, elle démobilise et fait croire que des divergences seraient insurmontables à celles et ceux qui comptent sur nous. Le dialogue, la forme nécessaire du débat en démocratie, le fruit de l'intelligence collective. Voici notre méthode. Jaurès écrivait « Se concerter et délibérer cordialement pour l'action commune ». Jaurès y a consacré toute sa vie en unissant les socialistes, encore plus divers qu'aujourd'hui, parce qu'entre les modérés et les révolutionnaires d'alors, je peux vous le dire, il y avait bien plus de différences que nous toutes et tous réunis aujourd'hui. Oui, lorsque le péril est là, il ne faut faire ni l'autruche, ni badiner. Je ne dis pas qu'il faut annihiler tout débat de fond ou stratégique entre nous. Il faut évidemment le faire vivre et le faire trancher par le peuple. Mais si demain, l'extrême droite arrive au pouvoir, la gauche alors sera éclatée, divisée, et c'est l'idée même de gauche qui peut être marginalisée, voire rayée de la carte. Trop de camarades en Grèce, en Italie, au Maghreb et ailleurs l'ont vécu. Lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir, on ne sait jamais quand elle part et dans quel état elle laisse la démocratie. Trop de nos camarades ont vécu les procès, l'enfermement, les interdictions, pour que nous ne prenions pas la menace à la légère.
Le nouveau Front populaire aura besoin de toutes ses composantes, socialistes, insoumises, écologistes, communistes et des forces vives de la nation, syndicales, associatives, parties prenantes des combats à venir pour enclencher les mobilisations victorieuses et changer la vie. J'ai toujours pensé que nos différences n'étaient pas une faiblesse, mais au contraire une force et un atout. On ne se rassemble pas qu'avec les siens, mais avec des forces, des personnes avec qui nous partageons un socle d'objectifs ou de valeurs communes, mais pas identiques, dans le but d'élargir la base pour devenir enfin majoritaire dans le pays. C'est surtout parce que c'est une démarche, un chemin, un but à construire collectivement qu'il nous faut avancer ensemble, modestement, mais avec gravité. En ces temps où la démocratie est bafouée, le courage est de toujours chercher la vérité et de la dire. Nous sommes à l'heure de la post-vérité et de la médiocrité du débat public qui noie tout. La complexité, la nuance sont réduites à néant par des constats alarmistes, des solutions simplistes, en instrumentalisant des souffrances réelles et des peurs. Rappelons-nous que ceux qui font des listes de personnalités à abattre s'en prennent aussi aux homosexuels, aux migrants, aux jeunes de nos quartiers et se délectent de nos petites divisions. Il faut donc toujours faire bloc lorsque les attaques viennent de la droite et encore plus lorsqu'elles viennent de l'extrême droite. Baisser la tête, laisser penser qu'il y aurait des divergences insurmontables entre nous, c'est laisser le poison de la division s'installer. Et surtout, lorsqu'un camarade sera mis à terre, lorsque la vindicte populaire de l'extrême droite l'aura terrassé, alors viendra notre tour. Même si parfois, avec ce camarade, on ne pense pas tout à fait la même chose, même si telle phrase, on ne l'aurait pas dit de la même manière, même si parfois, on est en désaccord. Dans le mouvement ouvrier, face à la réaction, on fait toujours bloc. Toujours. Tenons la tranchée. Ne reculons jamais face aux attaques infamantes. Résistons à la pensée dominante libérale, autoritaire et raciste. De notre unité dépend notre victoire. D'autant plus que des milliers de Raoul Villain, des temps modernes, attendent le signal pour appliquer leurs projets violents. Notre journal, avec d'autres médias, est ainsi dans le collimateur de ces groupuscules fascisants. Permettez-moi d'insister une minute encore sur l'extrême droite. À chaque moment de cristallisation, elle a toujours appelé ses fondamentaux de haine, antisémites et racistes. La polémique de la dernière semaine de campagne des élections législatives sur la marginalisation de nos concitoyennes et concitoyens binationaux trace une ligne claire. L'extrême droite veut une société d'apartheid, de classification sur des bases ethniques. Combien de candidats ou militants du RN, de Reconquête et de leurs alliés qui se prennent en photo avec une casquette de la Wehrmacht, ou encore d'autres font le salut nazi, ou encore d'autres tiennent des propos racistes. Combien de dérapages odieux qui ne sont en réalité plus des dérapages, mais une ligne de conduite. Le racisme est un élément structurant de leur projet de société. Le vote pour ce courant d'idées est forcément marqué de ces idées nauséabondes. Bien sûr, le vote pour l'extrême droite est aussi marqué par le recul de la République, des services publics, de la vie qui se dégrade, de la vie qui abîme. Mais ce qui unit, ce qui fait le lien, c'est un racisme, c'est cette peur de l'autre, celle d'une France fantasmée,
qui renie une autre France, car elle ne lui ressemble pas. Pourtant, du haut de nos tours, au centre des bourgs, nous sommes tous touchés du même mal. C'est ce capitalisme qui nous épuise et contre lequel il est temps de s'unir pour le dépasser. Nous proposons un chemin que nous, pour notre part, d'autres peuvent l'appeler autrement. Pour notre part, nous le nommons le communisme. Une société de partage des pouvoirs, des savoirs et des richesses qui mettra toujours au centre de son projet la démocratie. Pour faire reculer ces idées, il faudra donc combattre et mener la bataille culturelle et idéologique sur ce terrain. Ne plus laisser passer un mot, une soi-disant blague, qui infériorise nos compatriotes pour leur couleur de peau, leur religion supposée, leur orientation sexuelle. Il faudra, avec le nouveau Front populaire, remettre au cœur des grandes mesures une dimension de prévention, d'éducation populaire autour de cette bataille cardinale qu'est l'antiracisme. C'est un enjeu pour revitaliser notre République qui nous est chère, dont je rappelle que dans sa devise, après liberté et égalité, il y a la fraternité qui eût dit les deux premiers mots. Frapper ensemble et de manière concertée, complémentaire et nécessaire et vitale. Tout cela sont les soldats de la même armée, les combattants du même combat, les frères de la même espérance, disait Jaurès dans son appel à l'unité socialiste en 1897. Les médias jouent un rôle essentiel, fondamental dans cette société de l'information, transformée en spectacle. La gauche a eu raison de mobiliser à l'Assemblée son énergie pour appeler à une régulation contre des médias ouvertement porteurs d'un projet réactionnaire. Des milliardaires achètent titre sur titre, en presse écrite, en télé ou encore en radio. Mais personne ne peut croire ici que c'est par philanthropie. C'est un projet de société qu'ils veulent façonner en imposant leurs thèmes, comme l'ont montré les révélations de l'humanité du milliardaire Sterrin qui investit 150 millions d'euros pour un projet nommé Périclès, unissant les droites dans un projet conservateur et réactionnaire. Leur but est d'associer chaque enjeu à l'immigration, à l'idée d'un corps menacé par le désordre. Le climat, c'est la faute des immigrés. Le chômage, c'est la faute des immigrés. La cérémonie d'ouverture des JOP, ça, ce n'est pas les immigrés, c'est la gauche bobo-wokiste. Pourtant, elle était très belle, cette cérémonie, et nous pouvons en être fiers. C'est aussi la survalorisation des faits divers, la généralisation des faits de société et un discours de guerre permanent. En plus de la télévision, les réseaux sociaux saturent les esprits et participent à l'appauvrissement du débat public. L'invective, la haine sont maintenant des pratiques normalisées. Il y a donc un enjeu de lecture à regagner pour permettre de développer l'esprit critique. Il n'y a pas d'action révolutionnaire sans pensée révolutionnaire. C'est aussi un autre rapport à l'information et au temps. Une nouvelle loi anti-concentration est nécessaire pour empêcher la mainmise des quelques milliardaires. Si on s'est réjoui du non-renouvellement de la délégation de C8, la réalité est que Bolloré possède encore 6 chaînes avec désormais Kretinsky, Bouygues et Rodolphe Saadé à ses côtés. Vive le pluralisme. Les conditions de production de l'information étant primordiales dans l'exercice du métier de journaliste, il faut renforcer le statut des professionnels de l'information pour les dégager de tout arbitraire ou de toute pression. Il nous faut également collectivement empêcher le démantèlement de l'audiovisuel public et au contraire le renforcer. À l'heure du numérique,
de l'émergence de l'intelligence artificielle, un grand pôle public d'information et un impératif démocratique. L'humanité, comme vous le savez, est particulièrement mobilisée pour faire vivre le pluralisme et l'idée d'être la voix des sans-voix, ce journal des possibles et des luttes d'émancipation humaine. Porteur des idées de transformation sociale, révolutionnaire même, nous fêtons cette année nos 120 bougies. Par de nombreuses initiatives dans les territoires, nous voulons montrer le visage rénové de l'humanité qui se déploie dans les espaces numériques et prochainement avec un 4e média télévisuel en ligne. Comme au premier jour, notre force repose sur les lectrices et lecteurs pour diffuser nos titres et participer à élargir le soutien financier et politique. Nous serons présents encore et toujours pour ne pas laisser l'espace médiatique au grand capital et continuer à être indépendants et libres. Les menaces, les intimidations ne nous feront jamais taire. L'humanité est et restera toujours le journal de la paix, des luttes sociales et environnementales, féministes et antiracistes. Chers amis, chers camarades, pour finir, saisissez-vous de ce journal de la paix, du journal de salaire, paix, climat. Nous sommes engagés dans une guerre idéologique et culturelle que mène l'extrême droite. Nous vous donnons donc rendez-vous à la prochaine fête de l'humanité. Nous allons mettre une nouvelle fois cet espace à disposition du plus grand nombre, de toutes celles et ceux qui partagent nos combats, de toutes celles et ceux qui ne nous connaissent pas ou ne nous connaissent pas encore. Nous invitons largement celles et ceux qui ont refusé de céder la France au fascisme, de celles et ceux qui sont engagés dans nos organisations diverses, comme de celles et ceux qui ne sont pas engagés dans nos organisations, à venir débattre avec nous. Il faut mener ce débat et cette guerre idéologique, recréer un grand chemin d'espoir à travers les questions de paix. Nous pensons évidemment à celles et ceux qui meurent aujourd'hui sous les bombes, au peuple ukrainien, au peuple palestinien et à toutes celles et ceux qui fuient la guerre, la misère et l'oppression. Nous continuons à parler que nous voulons recréer un chemin d'espoir avec le nouveau Front populaire sur la base de l'augmentation des salaires et du SMIC. Il est temps de mettre la question du partage des richesses au cœur du débat. Enfin, ne lâchons pas la question climatique. Nous le voyons et nous le vivons actuellement. Après des pluies diluviennes, viennent des épisodes de grande chaleur. Et partout sur la planète, le climat est en train de se dérégler. Ne perdons jamais de vue que nous avons toutes et tous la même planète. Chers amis, chers camarades, je vous remercie de votre présence. Continuons à faire grandir cet espoir. C'est ce que nous a laissé Jaurès en héritage. Continuons à nous unir comme lui y a consacré sa vie et ensemble, faisons une belle et grande fête de l'humanité en septembre prochain. Merci de votre écoute.